Cette année, j'ai lu 2 livres d'Angela Davis, qui est une penseuse et femme d'action que j'ai toujours eu envie de découvrir et de lire. Et donc, je sais pas comment commencer cette vidéo. Commençons par le début. Moi, je suis une enfant d'internet, j'ai grandi sur les réseaux sociaux et j'ai passé beaucoup de temps sur Twitter quand j'étais ado. Et il y a quelques années, il y a environ 7 ans, 8 ans, quand j'étais sur Twitter, je me suis retrouvée un peu sur le leftist Twitter, enfin sur Twitter des gens de gauche. Tout d'un coup, je découvrais des mots dont je n'avais jamais entendu parler. Abolition, abolir la police, abolir les prisons. Je suis dans un monde où la police, la prison de soi. Et c'était très bizarre tout d'un coup d'entendre dire que la police et les prisons n'avaient pas le rôle que moi on m'avait appris qu'elles avaient, c'est-à-dire que ça ne protégeait pas, que ça ne servait à rien et qu'au contraire ça permettait même en fait une recrudescence de criminalité, ce que les chiffres prouvent, et que ce sont des institutions racistes qui fonctionnent à protéger en fait un système capitaliste et raciste. Et donc c'était vraiment une nouveauté et j'avais du coup acheté quand j'étais au lycée 2 livres d'Angela Davis, ou L'acte de la démocratie et Femme, race et classe, parce que j'ai toujours été féministe et que à l'époque je découvrais aussi le féminisme intersectionnel et tout un peu les critiques sur le féminisme mainstream ou dit bourgeois ou white feminism. Et je ne les ai pas lus. Je les ai mis dans ma bibliothèque. Pendant quelques années, j'ai oublié ça. J'ai évolué. Et ensuite, 2020 est arrivé, et après la mort de George Floyd et toutes les manifestations qu'il y a eu, tout d'un coup, j'ai revu sur mon feed en fait ces mots: abolition de la police, des prisons. Et je trouvais que ces gens avancés avaient un sens, mais j'ai vraiment du mal à déconstruire ce qu'on m'a toujours appris. C'est-à-dire que la police, c'est bien, ils nous protègent, et que les prisons devaient être les méchants hors d'état de nuire. Et je me suis rappelé que j'avais ce livre. C'est un livre qui a été écrit dans les années 2000, début 2000. Et le titre original, c'est Abolition Democracy, la démocratie abolitionniste. Un livre d'entretien. C'est un entretien que Angela Davis a avec Louis de Bellefeuille, qui est, je crois, un prof de philo. Parce que Angela Davis aussi a fait une thèse de philo et est prof de philo, pour ceux qui ne sauraient pas. Et donc du coup, c'est un livre dans lequel ils abordent divers sujets. Ils parlent notamment des prisons, ils parlent de la torture, parce que ce livre a été écrit après le scandale des images de la prison Abu Ghraib. Moi, je connaissais pas du tout ça. Je connaissais Guantanamo, mais pas trop Abu Ghraib. C'est une prison que les Américains avaient en Irak. Ils envoyaient des personnes présumées terroristes, mais sans aucune preuve. Et il y avait de la torture, et ça a fait un gros scandale quand il y a des images qui sont sorties. Dans ce livre, Angela Davis assimile le système des prisons aux États-Unis qui s'inscrit dans un système capitaliste raciste, historiquement. La manière dont les États-Unis vont après se comporter à l'extérieur de leurs frontières. Elle fait vraiment le lien avec le fait que ce qui se passe à l'extérieur influence directement ce qui se passe à l'intérieur des frontières, et ce qui se passe à l'intérieur des frontières influence directement ce qui se passe à l'extérieur des frontières. J'ai beaucoup aimé parce que pour les personnes qui ne connaîtraient pas trop ces sujets, il y a une petite introduction qui est très bien, du coup, qui a été faite par Louis de Bellefeuille, où il y a vraiment une introduction historique où on se rend compte en fait que ces termes de démocratie abolitionniste ne tombent pas comme un cheveu sur la soupe. Ce sont des sujets qui sont abordés depuis le XIXe siècle et que des grands penseurs noirs et assez mainstream comme Frederick Douglass et Webb Du Bois avaient déjà abordé ces sujets en fait. Et il parle notamment de ce que le documentaire de 13th, le 13e, qui est disponible sur Netflix, parle du fait que après l'esclavage, les prisons ont été vraiment juste un système qui a permis la continuité de l'esclavage, qui a permis d'enrayer la mobilité des personnes noires, et notamment des hommes noirs, et de permettre qu'elles puissent continuer à travailler gratuitement, parce que du coup on les arrêtait pour tout et n'importe quoi, et dès lors où ils étaient arrêtés, elles pouvaient travailler gratuitement pour le système des prisons. Ça c'est plutôt cool, parce que quand on commence à lire les entretiens, on sait quand même où se placer. C'est plutôt transversal. Du coup, le premier chapitre parle de politique et prison, on va parler de féminisme, de loi. Il y a vraiment plein de pépites. J'avais envie de prendre des notes tout le temps. J'ai plein de photos sur mon téléphone parce que je me disais mais c'est juste trop pertinent ce qu'elle dit. Ça se lit rapidement. Moi je sais pas trop ce que je pense toujours. Enfin si. Ça m'a donné quand même des réponses et encore plus de questions sur le mouvement abolitionniste, donc du coup des prisons et par extension de la police. Et du coup ce n'est que le début, et je pense que je lirai après le livre d'Angela Davis sur les prisons qui s'appelle Les prisons sont-elles obsolètes, qui est plus en profondeur, mais vraiment ça m'a donné de pistes. Et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est que ça m'a permis de déconstruire une structure que j'ai toujours trouvée normale en fait. Oui, il y a des prisons, oui, voilà, c'est comme ça, les méchants vont en prison et ça permet de nous protéger. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que toutes les sociétés
ont toujours eu des prisons? Non. Les prisons modernes telles qu'on les connaît aujourd'hui sont assez récentes. Enfin, je me souviens que j'avais un cours où on avait dû lire un texte de Tocqueville qui disait justement que le modèle des prisons tel qu'on l'a aujourd'hui est vraiment développé au 19e siècle aux États-Unis. C'est vraiment très intéressant, je vais pas tout dire, mais voilà, je vous conseille. Et ensuite, du coup, j'ai lu Femme, race et classe. Franchement, je sais ce que vous vous dites. Vous voyez le gros truc. Moi-même, la première, j'étais tellement intimidée. C'est pour ça que j'ai pas lu jusqu'ici. C'est ça que j'ai appris quand on est dans le petit. Je me disais, putain, le titre, il a l'air bien lourd, bien théorique. C'est historique. En plus, franchement, c'est gros et tout, nana. Que nenni. Je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit super gros. Ça se lit super rapidement. C'est vraiment 60 pages et je pense que ce livre aurait pu être un livre poche. Il aurait pu être autour de 150, 170 pages. Pas besoin qu'il soit aussi mastoc. Pour en plus une couverture aussi moche. Enfin, pourquoi le rouge? Genre, ça me... First world problems, but it is a problem. Like, voilà. Après, je pense peut-être que du coup ça coûte 15 €. S'il était en poche, en plus, il se coûterait moins cher. Enfin bref, je m'égare. Mais c'est un livre historique. En fait, c'est un livre qui parle majoritairement du 19e siècle et du début du 20e siècle et qui parle du mouvement de libération des femmes et de la naissance du mouvement féministe et la manière dont la race et la classe ont influencé ce mouvement. Il parle aussi beaucoup du mouvement abolitionniste, donc de l'esclavage, donc de la situation des esclaves en général et des esclaves femmes, de l'émergence du mouvement ouvrier et de comment le fait qu'il y ait eu une opposition entre milieu bourgeois, femmes bourgeoises, femmes de la classe moyenne et femmes ouvrières issues de milieux modestes américains, anglo-saxons ou alors de familles d'immigrés qui venaient d'arriver et qui ne pouvaient pas choisir leur métier, et du fait en plus que les femmes noires, elles, d'abord étaient esclaves et ensuite du travail, majoritairement en travail domestique. En fait, comment toutes ces interactions-là ont influencé le mouvement des femmes. Ce livre a été écrit dans les années 80 et il a une approche très intersectionnelle, sachant que l'intersectionnalité a été théorisée dans les années 90, donc bien après, l'écriture est très claire. Moi, il y a beaucoup de répétitions parce que j'ai beaucoup étudié ça. Mais en fait, je pense que n'importe quelle personne qui n'aurait pas tant lu, c'est vraiment une très bonne introduction, c'est vraiment très didactique. Je l'ai lu en 2 jours et honnêtement, j'aurais pu le lire en 1 jour, tellement se lit vite et que c'est clair. C'est aussi vraiment pas noir et blanc. C'est très nuancé, on voit qu'il y a pu avoir des solidarités entre des femmes bourgeoises et des femmes de milieu modeste, entre des femmes noires et des femmes blanches, mais on voit aussi les limites de tout cela. La fin aussi est très intéressante, elle pose des questions qui sont toujours pertinentes aujourd'hui. C'est qui est un peu triste, c'est dans les années 80, on est en 2021. Et je trouve que vraiment, en tant que livre théorique féministe et livre historique, c'est vraiment un bon début pour commencer. Par rapport à par exemple le livre iconique de Bell Hooks, Ne suis-je pas une femme, And High Woman, je trouve qu'il est un peu moins triggering. Il y a quelques exemples qui sont un peu sensibles, mais en général, ça va. Voilà, il est super. Je ne peux que le recommander.